Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 10 août 2020 et actuellement les actions en Asie s'échangent à la hausse en ce début de semaine. Le Kospi coréen s'échange à 1,4%, le S&P ASX 200 australien gagne 1,7% et le Nifty 0,8%. Alors les indices chinois sont également en territoire positif alors que le Nikkei japonais ne cote pas pour vacances. Alors à noter que nous avons pu constater un retour de l'appétit pour le risque, hein, notamment sur les contrats à terme américains au début de séance européenne. Pourtant, le DAX s'est replié. Alors ce qui a provoqué l'appétit pour le risque, hein, c'est notamment Donald Trump qui a signé 4 décrets au cours du week-end afin de soutenir l'économie, des décrets qui concernent notamment les charges sociales, les allocations chômage, les prêts pour les étudiants et les expulsions de locataires. À noter que les démocrates et les républicains sont prêts à reprendre les discussions sur la relance. Et concernant le coronavirus, le nombre total de cas confirmés a dépassé les 20 millions et donc 734 000 personnes sont décédées et 12,9 millions de personnes se sont rétablies. À noter que les États-Unis ont imposé des sanctions à Carrie Lam, aux fonctionnaires de Hong Kong, ainsi qu'à certains hommes politiques chinois. Et la Chine qui a arrêté certains militants de premier plan à Hong Kong pour violation de la loi sur la sécurité nationale. Et donc les États-Unis, donc vous l'aurez compris, hein, la guerre froide sino-américaine fait rage avec les États-Unis qui accusent les pirates informatiques chinois de cibler les infrastructures électorales. Et selon le Wall Street Journal, le prêt de 765 millions de dollars accordé par les États-Unis à Kodak a été suspendu et fera l'objet d'une enquête du Congrès. Alors aujourd'hui, c'est la première séance de la semaine. Le calendrier économique est dégarni. Il y a une seule publication prévue sur ce calendrier économique à 10h30, l'indice Syntix qui nous proviendra de la zone euro. Donc les catalyseurs ne nous proviendront pas du calendrier économique. Donc le sentiment de marché devrait peser aujourd'hui. À noter que les diplomates américains doivent se rendre à Taïwan aujourd'hui malgré le refus de la Chine. Et en fin de semaine, des représentants américains et chinois discuteront et évalueront la première phase de l'accord commercial. Donc voilà concernant donc les relations sino-américaines. C'est la première séance de la semaine. On va faire un point hebdomadaire aujourd'hui. On l'avait fait la semaine dernière. On s'était intéressé à cette volonté de Donald Trump de reporter les élections américaines. On s'était intéressé également au mouvement sur le dollar américain. Effectivement, c'est bien le dollar américain qui a rythmé la semaine passée. Et donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui pour ce point hebdomadaire au gold. Et nous allons essayer de répondre, assistons-nous à la formation d'une bulle spéculative sur le marché de l'or. Donc pour ce premier Good Morning Market de la semaine, on va faire un point hebdomadaire. Donc formation d'une bulle sur le marché de l'or. Nous allons essayer de répondre à cette question. Tout d'abord les top news de ce lundi matin. À noter que l'or et l'argent se sont repliés vendredi. Le S&P 500 est en hausse et il est à près de 1,5% de son record historique, peut-être un peu plus actuellement car il y a eu un léger repli lors de la dernière demi-heure. Et Facebook qui profite des problèmes de TikTok en lançant un service similaire et donc il s'en est suivi une hausse considérable de l'action. Je vous rappelle qu'en fin de semaine dernière, c'est Facebook qui a porté le Nasdaq en territoire positif, prenant le relais aux valeurs cycliques. Et le Congrès américain qui pourrait se mettre d'accord sur un projet de loi fiscale moins conséquent. Et concernant le coronavirus, les cas de Covid se stabilisent à des niveaux extrêmement élevés. Cependant, les États-Unis constatent une certaine amélioration. À noter que le platine gagne du terrain ce lundi matin. Et la donnée de la semaine dernière, c'était bien entendu le NFP, on peut le voir à droite ici, cette donnée du NFP, le rapport des non-farm payroll, encore une fois supérieur au rapport de l'ADP, pardon. Mais il y a toujours de nombreux emplois qui ont été détruits, qui n'ont toujours pas été récupérés aux États-Unis. C'était donc le chiffre de vendredi. Nous en avons pris connaissance à 14h30. Alors nous allons nous intéresser à présent au gold, formation d'une bulle sur le marché de l'or. On va essayer de répondre à cette question. On va procéder par étapes. Tout d'abord, nous allons parler de la situation actuelle sur le marché de l'or, l'or qui a pulvérisé ses records de 2011 et la hausse qui se poursuit pour le moment. Alors tout comme la crise de 2008, tout comme il y a 10 ans, les banques centrales sont à l'origine de ce rallye haussier.
sur le marché de l'or. Donc on peut le constater ici graphiquement, l'or qui est en train actuellement de pulvériser son récent record historique et qui évolue au-dessus du seuil psychologique des 9000 $ l'once. Alors nouveau record historique pour le gold et cependant il faut noter que le rallye sur le gold reste modeste par rapport au précédent rallye. Alors sur le graphique de gauche, nous nous intéressons au précédent rallye. Tout d'abord le rallye de 2008, de la crise financière de 2008, ensuite au rallye des années 70. Alors en vert, on retrouvera le rallye actuel sur le marché de l'or et donc on retrouvera en jaune le rallye de la crise financière et l'autre graphique représentera donc le rallye actuel sur le marché de l'or. Donc à noter ici que le rallye des années 70 et le rallye de 2011 étaient beaucoup plus conséquents que le rallye actuel. Il faut noter cependant que cette fois-ci, nous sommes partis de niveaux relativement élevés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions déjà à proximité des records historiques, ce qui pourrait donc expliquer ce momentum extrêmement fort sur le gold. Donc, c'est une différence de taille à noter par rapport au rallye précédent. Nous sommes cette fois-ci partis de rallye élevé. Alors, quelle est la réelle valeur de l'or? C'est ce qui va nous intéresser pour le moment. Alors, pour cela, nous allons nous intéresser à deux données. Tout d'abord à l'inflation, ensuite au PIB. Alors, tout d'abord, l'or corrigé de l'inflation. En corrigeant l'or de l'inflation, on se rend compte qu'actuellement l'or est proche de ses sommets de 2011, mais à environ 20% des sommets des années 80. Alors pour arriver à ce pic-là des années 80, je vous rappelle que l'on corrige le cours de l'or de l'inflation, donc cela nous donnerait un résultat de cours à 2500 $ l'once. Alors voilà donc pour les cours de l'or corrigés de l'inflation, on va à présent nous intéresser au cours de l'or ajusté au PIB. Alors pour le coup, cela permettrait donc de mieux refléter le pouvoir d'achat. Donc pour arriver au niveau de 2011, le prix nominal serait à nouveau, encore une fois, de l'ordre de 2500 $ l'once. Donc 2500, ça semble être un niveau de résistance qui correspond, que ce soit le cours de l'or corrigé de l'inflation ou ajusté du PIB. Alors il faut noter que concernant les deux, par rapport aux deux niveaux, aux deux mesures que nous avons abordées, l'or reste bien au-dessus de la moyenne historique. Donc sans être à des niveaux extrêmes, les cours de l'or restent extrêmement chers pour le moment. On peut constater ici les différentes moyennes en vert et en rouge. Donc en rouge, ce sera la moyenne ajustée du PIB, en vert, ce sera la moyenne corrigée de l'inflation. Donc dans les deux cas, nous sommes légèrement au-dessus de la moyenne. Alors voilà pour la réelle valeur de l'or. Alors est-ce que l'or est suracheté? Donc nous avons sur ce graphique les cours de l'or en bleu et nous avons l'écart par rapport à la moyenne mobile de 2 ans en noir. Alors, à noter que ce seuil ici a deux écarts types, donc cette ligne horizontale en rouge nous a averti précédemment d'un recul lors des précédents rallyes. C'est une résistance. Et donc, lorsque nous avons atteint cette résistance, ça a constitué un premier signal d'alerte en vue d'une correction. Donc il faut noter que ce niveau est actuellement testé. À noter que ce niveau a été testé précédemment la dernière fois et il s'en est suivi donc un repli conséquent. Mais il faut garder à l'esprit que lors des années 70-80, la déviation était beaucoup plus extrême. Donc c'est un signal, effectivement un signal d'alerte, mais à ne pas prendre seul comme un signal de vente. Donc ce qui nous rapproche de l'éventualité d'une correction sur le marché de l'or. Alors les fondamentaux, quant à eux, ne sont pas aussi favorable que ce que l'on pourrait le penser en vue d'une poursuite de ce rallye. Il faut savoir que la demande de bijoux a été anéantie au deuxième trimestre, mais elle est compensée par la demande d'investissement. On le voit ici sur ce tableau, donc un fort repli de la demande de bijoux qui est compensé par une forte hausse de la demande donc d'investissement, mais également une production plus faible. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cela, bien entendu, est dû aux mesures de confinement et donc au Covid et que la production devrait reprendre à l'avenir, donc elle augmentera très certainement,
principalement en raison donc de ces cours élevés, mais ces cours élevés auront un autre impact, mais principalement sur la demande de bijoux, et donc des cours élevés qui empêcheront la demande de bijoux de reprendre. Mais également donc la situation sanitaire en Inde, hein. Je vous rappelle que la demande en bijoux vient principalement en provenance d'Inde. Donc voilà concernant les fondamentaux, des fondamentaux qui restent mitigés, et donc on peut comprendre très facilement que cette demande d'investissement sera cruciale, hein. On le voit déjà ici, la demande d'investissement qui a permis d'absorber la baisse de demande de bijoux. Donc une demande d'investissement qui est cruciale et qui reste extrêmement corrélé au prix. On le voit ici car vous retrouverez donc en jaune les cours de l'or et en rouge la demande d'investissement et la demande en provenance des banques centrales. Et donc, étant donné que cette baisse de la demande de bijoux pourrait se poursuivre, c'est justement une poursuite de la hausse de la demande d'investissement qui pourrait permettre alors de poursuivre à la hausse. Donc, pour le moment, les, tout est favorable à une poursuite de la hausse de la demande d'investissement, ce qui vient conforter, ce qui vient donc favoriser la poursuite du rallye sur le gold. Donc des banques centrales et une demande d'investissement qui devrait continuer à favoriser une poursuite de la hausse sur le gold. Donc en résumé, l'or actuellement est cher, effectivement, hein, en se basant à la fois sur l'inflation et l'ajustement du PIB. Et à noter que l'or est suracheté à court terme, donc on peut s'attendre à une correction, et cela nous en avions parlé précédemment lors des précédentes vidéos qui étaient dédiées à l'or. On s'attendait à une correction en été, éventuellement au mois d'août, pour une reprise au mois d'automne. Donc ce scénario est toujours extrêmement probable, et à noter que fondamentalement, tout dépendra principalement de la demande d'investissement, mais tant que les banques centrales, hein, sont en soutien, à l'image de la crise financière, une poursuite du rallye est extrêmement probable. Alors effectivement, il y a des symptômes, si je puis dire, d'une éventuelle bulle spéculative sur le gold, mais on n'en est pas encore aux conditions des années 70-80. Donc c'est une bulle, si elle existe, qui pourrait se poursuivre, car il faut savoir que les bulles ont tendance à perdurer dans le temps. Très difficile de savoir à quel moment une bulle va éclater, et trader contre une bulle spéculative serait donc très risqué, donc ce ne serait pas la stratégie à privilégier. Et donc effectivement, une correction vers les moyennes mobiles à 50 voire 75 jours permettrait alors de se replier légèrement au-dessus des 1900 $. Donc prudence sur l'or, hein, pour le moment. On va en parler d'un point de vue technique, mais il y a certains éléments qui viennent nous mettre la puce à l'oreille. On pourrait assister à une correction avant une reprise de la hausse en automne. Donc on est toujours bien entendu aussi, on ne va pas trader contre la bulle sur le marché de l'or, mais on reste extrêmement prudent à tout signal technique, hein, au vu de tous ces éléments fondamentaux et à toutes ces comparaisons par rapport au précédent rallye. Donc on reste extrêmement alerte à tout signal baissier qui nous serait donné d'un point de vue technique. Donc voilà pour le gold. On va à présent s'intéresser aux indices. On va s'intéresser principalement à la vision des initiés, ce que l'on appelle les insiders. On va essayer de voir si les initiés justement ont raison concernant le marché action. À noter que les initiés, les insiders sont actuellement vendeurs sur les actions américaines. Alors voilà la position des insiders, et ici on peut constater effectivement les différents pics, et on peut donc déterminer euh, différentes configurations. Alors actuellement, les initiés sont à la vente, hein, sur le marché action américain à 5 contre 1. Donc on va s'intéresser tout d'abord à la situation de 2015, 2018 et 2020. Ce sont des périodes au cours desquelles justement ce sentiment des initiés s'est vérifié. Mais attention, car ici on peut le voir, en 2017, hein, ce sentiment des initiés ne s'est pas vérifié. Alors c'est un signal qui vient nous alerter d'un probable retournement, et il faut savoir qu'actuellement les initiés sont short sur les actions américaines. Donc comme je l'ai dit, les initiés étaient dans le bon sens en 2015, 2008 et 2020, mais prudence, car en 2017 les initiés avaient tort. Donc ce n'est pas un signal infaillible, ce n'est pas un signal à l'épreuve des balles, mais c'est un signal à garder en tête, avec des initiés qui sont actuellement à la vente à 5 contre 1. Sur le marché des changes, est-ce que la macroéconomie va nuire?
Sur le marché des échanges, nous allons essayer de répondre à cette question. Est-ce que la macroéconomie va-t-elle nuire au dollar australien? Nous allons tout d'abord nous intéresser à la reprise américaine, une reprise américaine qui est au point mort hein, pour le moment. On peut le voir ici avec des courbes qui s'aplatissent, une reprise qui n'est pas à la hauteur des espérances et des dépenses par carte de crédit. On le voit sur le graphique de droite, bien inférieur au niveau d'avant la pandémie. On retrouve ici les niveaux post-pandémiques et des dépenses par carte qui ont du mal à reprendre. Hein. On comprend tout à fait ces 4 décrets qui ont été signés par Donald Trump. Bien entendu, ces décrets ont pour but de relancer la consommation américaine. Je vous rappelle que la consommation américaine est le moteur du pays. C'est pour ça que Donald Trump est extrêmement pressé hein, de faire part de ces nouvelles relances, étant donné que le Congrès est dans l'impasse. Donc ici, ces dépenses par carte de crédit qui sont au point mort, c'est un extrême, c'est un mauvais signe hein, concernant donc les séances et les semaines à venir pour les indices américains. Et en Europe, hein, on voit qu'il y a une mobilité qui reprend, mais l'Asie reste à la traîne. Donc ici, on retrouve toutes les données fournies par Apple, les données de la mobilité. On retrouve différents pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Japon, la Corée, le Royaume-Uni et l'Australie. Donc une nette reprise de la mobilité. En revanche, on voit qu'en Asie, on reste tout de même légèrement à la traîne. Hein. On le constate ici avec la Corée, dernier de la classe, qui a du mal à retrouver des niveaux de mobilité satisfaisants, avec une mobilité qui stagne malgré l'amélioration des statistiques concernant le coronavirus. Et en Australie, donc de nouvelles mesures de confinement viennent peser sur le sentiment et donc l'AEDN est fortement enclin au repli. On devra en parler plus dans le détail très prochainement et on le voit ici hein, en Australie avec de grosses difficultés hein, qui sont rencontrées actuellement par l'économie australienne. Et nous allons nous intéresser à présent aux matières premières et notamment au pétrole. Donc, quelle perspective pour le marché pétrolier? Alors, est-ce que le pétrole peut continuer à progresser? On va essayer de répondre à cette question. Il faut noter que le WT et le Brent continuent de gagner du terrain, notamment grâce à la baisse des stocks et un sentiment général positif. Alors, à gauche, deux graphiques concernant les stocks, car ce sont des données il faut donc s'y intéresser plus dans le détail. Effectivement, on le voit ici sur le premier graphique en haut à gauche, les stocks de pétrole aux États-Unis se sont repliés, mais cela correspond plus ou moins à la saisonnalité. Hein. C'est une tendance hein, que l'on rencontre tous les ans à cette même période. On le voit ici de par cette moyenne de 2015 à 2019. Une phase de repli donc qui se poursuit habituellement jusqu'à la mi-septembre, voire début octobre. Donc un repli des stocks qui est conforme à la saisonnalité. Cependant, ce qui va nous intéresser actuellement, ce sont les stocks offshore. Donc sur le graphique du bas ici, voilà, pardon, sur le graphique du bas, c'est stock offshore, donc c'est stock en mer sur des tankers, sur des pétroliers qui sont en train d'augmenter actuellement. Donc augmentation des stocks offshore, hein, rappelez-vous hein, ce pic que nous avions suivi. Donc il y avait une forte tendance hein, à stocker sur des tankers très récemment et par la suite il y a eu une forte baisse de ces stocks offshore et on est en train d'assister à une nouvelle hausse des stocks sur les tankers. Donc effectivement, toutes ces mesures de confinement suite à un retour du Covid pourraient maintenir la demande sous un plafond et à noter que la limite de l'OPEP a été relevée. Mais cela également, il faut le préciser, la production additionnelle devrait être consommée d'un point de vue local. Par exemple, ce que va produire en plus l'Arabie Saoudite sera uniquement consommé en Arabie Saoudite. Donc il faut noter que concernant le pétrole, malgré cette baisse des stocks, hein, selon les différents rapports, une correction reste possible à très court terme et cela hein, pourrait se confirmer avec cette impossibilité d'aller marquer un nouveau sommet. Donc prudence hein, concernant les stocks. Effectivement, baisse des stocks onshore, mais hausse des stocks offshore.
Alors nous allons à présent passer sur la plateforme Xstation 5. Nous voilà de retour sur la plateforme Xstation 5 et comme à notre habitude, nous allons débuter par le marché action. Le marché action qui, contre toute attente, se replie en ce début de séance européenne avec un DAX en données journalières qui est capé ici par sa Kijun. On peut le voir, ce range du DAX qui reste bloqué en étau entre sa Tenkan et sa Kijun. D'un point de vue H1, le DAX était enfin parvenu à s'affranchir de sa moyenne mobile simple à 200 périodes pour aller chercher la borne supérieure de son range, mais il se replie actuellement et il tente une traversée de son nuage et ça ce serait un signal de vente en direction de la borne inférieure de son range cette fois-ci. Donc il faut attendre une clôture en dessous du nuage. Il faut également attendre que cette lagging span s'affranchit de tous ces obstacles. Et donc ce ne sera pas pour tout de suite. Donc effectivement, malgré ce mouvement baissier, on peut s'attendre à un retour à la hausse pour partir chercher ici cette résistance. Donc peut-être une phase de repli en début de séance européenne qui permet de nous fournir un excellent point d'entrée, un excellent point d'achat. On va attendre la clôture de cette bougie pour affiner notre stratégie. Donc effectivement, si on clôture en dessous du nuage, donc là les perspectives baissières seront à privilégier, mais en revanche, il faudra attendre que la lagging span se soit donc affranchie de tous ces obstacles. Donc c'est ce qui me fait dire actuellement qu'il est très peu probable que ce repli entamé en début de séance européenne se poursuive. Car la lagging span actuellement est en train de s'attaquer, la lagging span qui s'appelle Chikou span également, s'attaque à tous ces obstacles-là. Et donc il est plus probable de voir une lagging span repartir à la hausse face à tel ou tel obstacle, ce qui se matérialiserait ici par une reprise de la hausse, un rebond peut-être au niveau de cette SSB en direction dans un premier temps de la Tenkan pour aller chercher par la suite ici cette résistance. Et un franchissement de cette résistance ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse en direction des 12 850 points. Donc voilà pour le DAX allemand, un DAX qui est revenu tester ici ce cluster de moyenne mobile 200 et de Kijun et qui tente de sortir de son nuage par le bas, mais il reste tout de même plus de 25 minutes. Donc on va attendre avant de se positionner à la baisse. D'abord une clôture en dessous du nuage, ensuite une lagging span qui s'affranchit ici de tous ces obstacles. Donc plus largement, l'alerte, la réelle alerte baissière serait donnée effectivement en cas de franchissement ici des 12 520 points. Donc des perspectives baissières loin d'être validées. En revanche, des perspectives haussières qui pourraient être remises au goût du jour très prochainement en cas de formation de mèche inférieure et de retour à la hausse ici. Donc on est plutôt neutre ici concernant le DAX à l'heure actuelle. Nous sommes à l'intérieur du nuage, il n'y a pas eu de clôture en dessous, pas eu de traversée pour le moment. Cette bougie est toujours en cours. Alors qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500, lui, aux États-Unis, donc est parvenu à atteindre son objectif, sa projection de Soda, et s'est replié par la suite. Il se place en dessous de son nuage. Alors pour l'instant, même si nous ne sommes pas dans le nuage, les perspectives sont plutôt neutres. Avant d'envisager des perspectives baissières, il faudrait attendre éventuellement un franchissement des 11 060 points. Alors dans ce cas-là, ce que l'on pourrait aller chercher, on va s'intéresser à ce N baissier ici avec un repli d'environ 220 points. Donc il nous faudrait du 110 points pour que ce soit un N. C'est supérieur. Donc ici, on va aller chercher un E. Et voici l'objectif qui nous est fourni par Osoda à 10 812 points, mais bien entendu pour cela il faudrait clôturer en dessous de ce niveau de résistance qui correspond à un palier, 11 060 points. En revanche, si on franchit le nuage à la hausse, c'est pour aller marquer un nouveau record historique. Mais pour l'heure, les perspectives sont baissières à court terme, mais on va attendre un franchissement de ce niveau-là. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones qui s'est rapproché de l'objectif 2, on pourrait même pratiquement estimer qu'il l'a atteint. Nous sommes à quelques 38 points de l'objectif E2, un objectif qui pourrait être allié très prochainement, des perspectives qui restent toujours clairement haussières. Je vous rappelle que cet objectif E2 est issu d'un double bottom configuration détaillée par Osoda en dessous du nuage avec plusieurs critères qui ont été validés ici pour ce double bottom et donc nous avons atteint E. Nous sommes presque au niveau
E2 et ensuite restera à atteindre E3 à 28 050 points. Pour atteindre 28 050 points, bien entendu, il faudrait atteindre E2 et parvenir à clôturer au-dessus. Des perspectives nettement haussières hein, sur le Dow Jones et qui le resteront tant que nous sommes au-dessus de cette oblique haussière. Le S&P 500 également n'est pas parvenu ici à aller chercher son objectif qui nous est fourni par Osoda. Nous allons afficher le rayon, cet objectif qui est à 3368 points. Des perspectives toujours haussières, on sauvegarde ici l'oblique haussière, on est allé la tester. Excellent point d'entrée d'ailleurs ce type de test pour aller chercher l'objectif à quelques 25 points. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières. Nous allons débuter ici donc par le gold qui est allé marquer un nouveau record historique la semaine dernière. Le gold qui en donné H1 se replie par contre et se retrouve en dessous de son nuage. Donc prudence à toute phase corrective ici sur le gold. Nous sommes à 2030 points. Souvenez-vous, c'était le sommet ici qui nous avait permis de tracer cette projection de Soda. C'était notre point B, on y est revenu aux alentours des 2030 points. Donc prudence hein, sur le gold, nous avons détaillé ici les différents éléments à garder en tête. On va attendre un éventuel franchissement du nuage par le haut, voire franchissement des 2056 pour aller envisager une nouvelle poursuite de la hausse. Et le silver qui pourrait nous donner ici un signal de hausse en cas de sortie de son nuage par le haut. Donc le silver que nous allons garder sous surveillance avec un objectif ici très exactement à 32,36. Donc en revanche, toute sortie par le bas serait un signal de vente, un signal baissier en direction des 26,27. Et donc ici le pétrole WTI en données H1, souvenez-vous, qui était dans un biseau ascendant, qui en est sorti par le bas. On est allé marquer un nouveau sommet post-pandémique aux alentours des 43,50. On tente de s'affranchir ici de la Kijun, mais les perspectives de court terme sont baissières tant qu'il n'y a pas de clôture au-dessus de la Kijun. Si on clôture au-dessus de la Kijun, ce serait pour aller chercher les 42,50. Donc 42,50, ça pourrait même être un très bon point de vente. Des perspectives donc à court terme qui sont baissières. Peut-être que le pétrole va chercher un point haut avant de se replier en direction donc des 40,60 pour aller chercher le seuil psychologique à 40. Donc prudence ici, le pétrole en ce début de séance européenne prend de la hauteur, peut-être pour aller se replier en deuxième partie de séance. Donc ce qui constituerait un très bon point de vente. Sinon pour les plus conservateurs, le point de vente le plus sûr serait à 41,40 pour aller chercher le seuil psychologique à 40 $ ici, donc légèrement au-dessus de la projection E qui nous est donnée par cette vague haussière avec pour point A justement ce sommet qui a été marqué sur le WTI le 5 août. Et le gaz naturel qui se rapproche encore une fois de son point E, qui ne l'a toujours pas rallié. Pour le moment, le gaz naturel se replie afin de combler son gap et pourrait repartir à la hausse pour aller valider cet objectif. Encore une fois, c'est un double creux en dessous du nuage qui nous fournit 3 objectifs distincts. Voilà, et concernant le café ici, prudence, le café pourrait nous dessiner une seconde épaule. On va voir ici la configuration technique en cours, 2 épaules de ce côté-là, une épaule ici. On pourrait voir la formation donc d'une seconde épaule, et donc on aurait une épaule tête-épaule complexe qui pourrait se réaliser en cas de franchissement ici de la ligne de coup pour aller chercher les 105,70. Donc on garde également un œil averti sur les cotations du café en données H1, un café qui pourrait se replier en direction en revanche tout franchissement, toute sortie du nuage par le haut, voire franchissement de la Kijun permettrait au café d'aller rallier les récents sommets à 127 $. On passe à présent sur le marché d'échange avec le billet vert qui retrouve des couleurs et donc l'euro-dollar qui se replie et qui va chercher ici l'objectif que nous nous étions fixé vendredi au vu de la reprise du billet vert, un premier objectif à 1,73 et donc ce sera donc le dernier rempart avant les 1,16,80. Donc ici encore une fois un double sommet
au-dessus du nuage qui nous offre trois objectifs. Donc premier objectif, celui que nous venons de donner, les 1,1730. Second objectif intermédiaire qui ne nous est pas fourni par Osoda, ce sera les 1,1680. Avant le E2 fourni par Osoda à 1,1642. Et le dernier objectif aux alentours des 1,1560, ce sera le E3 qui correspond également à l'objectif théorique de ce double sommet que l'on retrouve ici. Et l'USD-TRI donc qui poursuit et qui va valider son signal, il n'est pas parvenu à clôturer au-dessus. Alors l'USD-TRI se renforçait considérablement, donc c'est le TRI donc qui perdait du terrain sur des plus bas historiques, mais nous avons pris connaissance, Erdogan a annoncé la reprise des forages en mer Méditerranée, ce qui a permis au TRI de se renforcer légèrement et donc empêchant ainsi la clôture au-dessus de ce niveau-là. Mais l'USD TRI y va aujourd'hui, l'USD TRI qui va marquer un nouveau record historique. Ce Good Morning Market hebdomadaire touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.